trop envie de remonter mes cales parce que là j'ai l'impression d'être une feuille de papier et c'est pas fou. Quand t'es massif, peu importe comment t'es habillé, t'es impressionnant. Enfin, personne n'est propre à 1% de body fat normalement. Est-ce que je dois d'abord dans un premier temps sécher et ensuite prendre de la masse? Est-ce que je dois d'abord prendre de la masse, ensuite sécher? J'ai envie de descendre sous les 10% de body fat, etc. Mais c'est pas logique. Chaque fois que j'explique ça à quelqu'un, ils sont hallucinés en mode c'est impossible de boire autant. Je pense que de manière générale, la plupart des gens qui réussissent dans la vie sont des gens qui sont qui ont une certaine confiance en eux, qui ont surtout confiance dans les décisions qu'ils ont prises. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du Minotaur Podcast. Alors, donc, on va faire une petite introduction, un petit bilan aussi du premier épisode qui était du coup la semaine dernière grosso modo. Donc pour aujourd'hui, on va aborder deux sujets. Donc tu les as sûrement vus dans le titre. Grosso modo, ça va beaucoup tourner autour en fait. On va répondre déjà à la question, savoir vers quoi se diriger entre est-ce que je dois choisir une prise de masse ou est-ce que je dois sécher, est-ce que je dois me mettre en maintien, etc. Savoir un petit peu quelle décision prendre par rapport à son objectif physique, on va dire, sur un moyen court terme. Donc ça va être une première chose. Ça va te permettre, toi, d'apprendre un petit peu comment établir ton plan aussi par rapport à ce que j'ai parlé, par rapport à ce dont j'ai parlé dans le premier épisode, tout simplement, avec, tu vois, un petit peu cette vision de voir sur le long terme, on a un objectif, et là, maintenant, on va s'appliquer un petit peu à comprendre comment choisir un petit peu voire même ce sous-objectif qui va être, est-ce que là, tout de suite, je ferais mieux de commencer par faire un surplus calorique, un déficit, une maintenance, etc. etc. Donc ça va être un premier sujet. Après, on débordera sur un deuxième sujet qui va être cette fois-ci en fait un petit peu plus le côté un peu mindset, on va dire, un petit peu développement personnel aussi. Ça va être par rapport en fait au fait de se poser un peu trop de questions et ça va être directement lié, tu vas voir en fait au cœur de la pratique, c'est-à-dire même pendant tes trainings, etc., etc. Donc ça, on en reparlera. Avant de commencer, du coup, je voulais faire un petit bilan sur ce premier épisode que j'ai posté du coup dernièrement. Donc ce premier épisode du podcast. Donc j'ai eu des plutôt bons retours, j'ai même des très bons retours pour l'instant. J'ai pas énormément fait de vues, etc. Mais de toute façon, c'est pas l'objectif déjà d'un podcast de manière générale. On cherche pas à toucher les masses, hein, clairement, sur un podcast. C'est plutôt entre guillemets, élitiste, pas vraiment, mais faut comprendre que le but d'un podcast, c'est pas d'aller faire des milliers et des milliers de vues. L'intérêt d'un podcast, c'est plutôt que le peu de personnes qui vont regarder vont justement du coup être des personnes qui vont être très intéressées, qui vont soit du coup suivre le podcast parce que ils sont très intéressés par le sujet, soit très intéressés par la personne qui va être interviewée ou qui va présenter, etc. Ou aussi, on va dire de manière un peu plus, pour soutenir un peu plus personnellement, etc., etc. Et voilà. Enfin, le principe du podcast est un petit peu plus. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup parce que je suis quelqu'un qui aime pas trop. Vous voyez, si je regarde une personne, genre si je suis quelqu'un sur les réseaux par exemple, je vais regarder vraiment quasiment tout ce qu'il fait, etc., etc. J'aime pas trop genre swipe d'un compte à l'autre, machin et tout. C'est pour ça que moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup en fait les podcasts parce que voilà, c'est quelque chose où ça va nécessiter un peu plus de pas de concentration, mais un petit peu plus de j'ai un peu le mot en anglais, il me semble, c'est dedication. Enfin, vous voyez, on est un peu plus dédié à la personne, on va dire, si je dois traduire ça. Donc c'est pour ça. Et en tout cas, du coup, ce qu'il y a de bien, c'est que les retours que j'ai eus sont tous très positifs. J'ai bien aimé. J'ai eu des retours assez constructifs. Voilà, je sais un petit peu maintenant ce que je dois améliorer, on va dire. Par exemple, comme arrêter de regarder le retour, comme j'arrête pas de le faire, et de regarder plutôt la caméra. Ça, faut vraiment que j'arrête. Sinon ouais, j'ai eu pas mal de retours positifs, en tout cas c'était plutôt cool. J'ai pas eu de retour négatif spécialement, non, même aucun du tout. Donc plutôt content et je pense que ça va être quelque chose d'assez sympa d'avoir ce petit rendez-vous on va dire presque hebdomadaire. Je vais essayer de voir si j'arrive à tenir le rythme hebdomadaire comme j'en avais parlé dans le premier épisode du coup sur la présentation un peu de ce podcast. Mais ça reste à voir, honnêtement, c'est pas forcément un objectif spécifique de tenir un rythme vraiment hebdomadaire. Là, pour l'instant, on va voir comment ça se tient jusque-là. Et puis
Et puis voilà, on va essayer d'investir dans un petit fonds, etc. Ça j'ai déjà expliqué. Donc voilà un petit peu. Et après, sinon je pense qu'on va on a fait le tour un petit peu du bilan. Ouais, non, j'ai pas grand chose à rajouter là-dessus. Voilà, plutôt satisfait. Moi, je suis content. On va voir un peu ce que ça donne sur le long terme. Voilà, faut savoir, il y a une stat qui est assez marrante, je trouve, c'est que il me semble, je vais pas dire de conneries, mais c'est un truc style 90% des podcasts arrêtent avant le 5e épisode, un truc comme ça. Donc voilà, moi je trouve ça assez marrant. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'aurai fait plus de 5 épisodes, je ferai partie du top 10. Donc je trouve ça plutôt fun. Voilà, sachant que moi je sais très bien que je vais les faire, les 5 épisodes, je vais même en faire. Enfin, voilà, si par exemple je me fixe vraiment un réel cap de dire ok, je fais un épisode par semaine, 100% c'est sûr que je vais réussir à faire un épisode par semaine, hors cas exceptionnel, type vacances, ce genre de choses. Donc voilà, moi je me suis fixé de tenir ce podcast au moins sur l'année, donc voilà. Ok, du coup, on va pouvoir attaquer ce premier sujet qui va donc être le fait de choisir un petit peu son sous-objectif, comment un petit peu se repérer là-dedans et surtout voilà, ne pas se perdre. Et surtout, le fait de choisir une bonne décision va vraiment vous aider en fait à éviter de faire la girouette et de changer d'avis, etc., etc., etc. Donc, comment établir ce plan ? Vous avez donc votre objectif, comme on en a parlé dans le premier épisode, qui est donc étalé sur 1 an, 2 ans, etc., qui peut être assez long, bien sûr, donc un objectif plutôt long terme. Maintenant, vous devez établir, donc comme je l'ai expliqué dans le podcast précédent, là, ce qu'il y a de bien avec le mois de septembre, etc., la nouvelle année, ça nous permet un peu de faire ce point et de dire, ok, cette année, donc en l'occurrence cette année scolaire, j'ai prévu d'avancer un maximum vers mon objectif, donc quels sont les moyens que je vais mettre en place, comment je vais faire pour faire en sorte d'arriver à atteindre le plus possible, du mieux on va dire, mon objectif. Donc c'est maintenant qu'il faut établir son plan. Là je vais voir du coup au plus près tout simplement, imaginons que là j'ai un objectif sur 1 an, qui voilà, je ne sais pas, va être simplement d'avoir un physique qui me plaît. Dans 1 an, j'espère avoir un physique qui me plaît un petit peu plus. Ok, donc maintenant je vais voir, à partir du point où j'en suis actuellement, quel va être le choix le plus judicieux. Parce que on peut se dire, ok, je suis pas assez sec, parce que ça c'est vraiment la question que je reçois le plus, je dirais, c'est un peu les profils de personnes qui, à la fois n'ont pas assez de masse musculaire, à leur goût, bien sûr, et à la fois ne se trouve pas assez sèche, assez sec, enfin, ouais. Si, on dit sèche, ouais, bien sûr. Voilà, donc souvent ces personnes-là se demandent, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois d'abord dans un premier temps sécher et ensuite prendre de la masse ? Est-ce que je dois d'abord prendre de la masse, ensuite sécher, etc., etc. Moi j'ai envie de dire, il faut que vous voyez dans l'instant T, là actuellement, votre physique, est-ce que vous le trouvez pas assez massif ou pas assez sec en premier ? Parce que tout simplement, si vous êtes dans un contexte où vous vous dites ok, du coup je vais prendre de la masse, donc je vais essayer de faire un léger surplus calorique, etc., mais que vous vous trouvez déjà un petit peu trop gras et que voilà, visuellement ça vous plaît pas trop, forcément ça va toucher à votre adhérence. Donc ça, pour ceux qui connaissent un petit peu, j'imagine si vous regardez mon podcast, peut-être potentiellement vous avez du coup entendu parler, j'imagine, du podcast Toxicity avec lequel vous faites, etc. Ils l'ont beaucoup abordé et c'est un sujet qui est très intéressant. D'ailleurs, il y a quelques critiques à faire sur le sujet actuellement. Il y a un peu la mode qu'il y a autour, mais on y reviendra peut-être plus tard, ou peut-être dans un épisode peut-être un peu plus consacré à ce genre de choses. Enfin bref, donc là, pour revenir un petit peu plus au sujet et pas trop digresser, là, il faut que vous voyez du coup, tout simplement, là actuellement, à l'instant T, mon physique, est-ce qu'il me plaît, est-ce qu'il me plaît pas, qu'est-ce qui est le plus dérangeant pour moi, ne pas être assez massif ou ne pas être assez sec, etc., etc. Après, bien sûr, il faut aussi prendre en compte qu'il faut quand même savoir faire quelques concessions, parce qu'on a toujours envie d'être plus sec, par exemple. Si je prends cet exemple-là, on a toujours envie d'être plus sec, malheureusement, il arrive un certain stade où il faut quand même se dire qu'ok, là ça sert à rien de sécher plus, parce que de toute façon, par la suite, il va falloir reprendre aussi un petit peu de masse musculaire. C'est vrai qu'en général, moi, sur des profils qui vraiment manquent de la masse musculaire, genre, je parle vraiment de quelqu'un qui, du coup, n'a pas beaucoup d'expérience en muscu, j'aurais tendance à lui dire, écoute, construis un petit peu de muscle avec une maintenance, ça veut dire que tu prendras pas forcément de gras, et puis comme tu n'as pas un niveau très avancé en musculation, tu vas pouvoir construire du muscle, et au final,
sans pour autant prendre de fat, et du coup c'est assez facile sur ce genre de profil. Mais sur un profil un petit peu plus avancé, sur quelqu'un qui a peut-être 2-3 ans de musculation, prendre de la masse musculaire sur une maintenance, ça peut être assez compliqué. Alors après, plusieurs choix vont s'offrir. C'est-à-dire que si tu peux essayer de voir les choses sur le plus long terme, alors après, ça pour moi il y a une forme de risque, c'est que par exemple de se dire ok, du coup ce que je vais faire, c'est que je vais faire un léger déficit sur une longue période, et du coup ça va me permettre de continuer à progresser sur mes entraînements et donc potentiellement créer de la masse musculaire tout en séchant légèrement, etc., petit à petit, et voilà, et plus je vais réussir à construire de la masse musculaire, plus je vais sécher, enfin, et plus je vais paraître sec, etc., etc. Malheureusement, c'est un pari qui reste assez risqué parce que on a quand même moins de chances de construire de la masse musculaire en étant léger déficit, même si c'est possible. Donc forcément c'est un pari risqué, surtout qu'en plus de ça c'est sur du long terme, donc mine de rien c'est voilà, prendre ce risque d'avoir perdu, je sais pas moi, 6 mois dans un léger déficit sans pour autant avoir un objectif, enfin sans pour autant s'être vraiment bien rapproché de l'objectif, ou s'en être rapproché mais beaucoup moins rapidement que si on avait fait, je sais pas moi, un surplus puis une sèche par exemple. Donc ça c'est vraiment à voir, en fait c'est vraiment du cas par cas, et c'est vrai que on reçoit beaucoup, enfin je pense que la plupart des coachs le reçoivent aussi, je reçois énormément ce message, hein. Franchement c'est presque tous les jours où j'ai quelqu'un qui va me demander son avis sur par rapport à là où il en est actuellement, qu'est-ce qu'il doit faire, s'il doit faire une sèche, une prise de masse. C'est pour ça que c'est toujours intéressant bien sûr de prendre un coach, parce que le coach c'est un avis qui va être totalement, enfin qui va être beaucoup plus objectif que votre propre avis. Forcément, quand ça vous concerne, vous êtes obligatoirement subjectif. Je veux dire, même moi qui ai une certaine du coup expérience aujourd'hui et qui ai pas mal de recul et une rationalité, on va dire, par rapport à ça, il y a énormément de fois où en fait je vais demander l'avis de potes à moi qui sont aussi des coachs, etc. Ça qui est bien quand t'es coach sportif en général, c'est que t'as pas mal de potes qui sont aussi coachs, donc ça c'est plutôt positif. Mais en tout cas, du coup, je vais souvent demander l'avis, dire mon envie numéro 1 actuellement, c'est par exemple, si je prends mon cas actuellement, mon envie actuelle, c'est de sécher. Je me dis, j'ai envie d'être plus écorché, etc. J'ai envie d'arriver à un taux de masse grasse qui est vraiment faible, j'ai envie de descendre sous les 10% de body fat, etc. Mais c'est pas logique. C'est-à-dire que là, actuellement, je sais que courant cet hiver à peu près, donc un petit peu plus tard dans l'hiver, probablement vers novembre-décembre, je vais devoir commencer à sécher, parce que je vous l'ai dit du coup à la fin du podcast précédent, je vais préparer une compétition. Pour l'instant j'ai pas encore ma date, mais je sais à peu près quelle période je vais viser, et je sais que du coup courant à peu près novembre-décembre, il va falloir que je commence à sécher. Et du coup ça serait un petit peu bête en fait, là le peu de temps qui me reste, c'est-à-dire là il me reste quoi, il me reste grosso modo 2 mois avant de devoir commencer à sécher vraiment. Ça serait bête en fait de passer ces 2 mois là à déjà commencer à sécher, et en fait, enfin ça serait un peu bizarre, parce que du coup soit je m'y prendrais trop à l'avance, soit du coup il faudrait qu'après je refasse une phase de maintien un petit peu plus longue, mais du coup est-ce que je progresserai autant que là actuellement je progresse bien, j'ai un très léger surplus, c'est plutôt cool. Là je suis en surplus de 5%, hein, j'ai vraiment 5% de surplus, et en termes par rapport à mes calories. Et je dis ça en plus, justement aujourd'hui je suis en train de filmer aussi un full day of fitting, donc c'est plutôt intéressant, mais pour une coïncidence on va dire. Mais oui, donc c'est là où je veux en venir, c'est que forcément moi mon envie première ça va être de sécher, mais c'est pas un choix logique et rationnel. Donc quand j'en fais part à quelqu'un qui a un point de vue objectif, il va tout de suite me dire franchement mec, ça sert à rien que tu te mettes à sécher maintenant, sachant que tu vas devoir sécher dans 2 mois. Là, profite du peu de temps qui te reste, des quelques semaines qui te restent, pour continuer à construire un petit peu de masse musculaire, à continuer à progresser sur tes charges, et au moins ça évitera que tu fasses un effet un peu yo-yo de stagnation pendant plus longtemps en fait, parce que malheureusement quand on va faire un déficit pour une prépa de compétition de bodybuilding, il y a des grandes chances que je perde en performance, etc. sur le long terme quand même, quand ça va commencer à creuser un petit peu. Donc
c'est vrai que ça serait dommage en fait de pas profiter des dernières semaines qui me restent pour progresser encore. Donc voilà, donc là je me cantonne à ça, c'est pour ça que même j'ai choisi d'augmenter mes calories il n'y a pas si longtemps, j'étais tout pile en maintien et j'ai juste augmenté du coup de 5-10% mes cales, juste pour me dire bah au moins je profite de ces dernières semaines pour mettre le plus de chances de mon côté pour construire un petit peu et pas perdre en fait de temps. Donc voilà, et donc en fait c'est le même principe que vous devez faire à vous-même et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un point de vue qui est vraiment objectif, donc de faire appel à un coach. Alors bien sûr moi je vous conseille pas de faire appel comme les gens qui alors je critique pas et je réponds toujours gentiment, bien sûr quand c'est juste quelques conseils on répond bien sûr, mais faites appel à un coach que vous allez rémunérer bien sûr parce que ça reste du travail, ça reste aussi une demande d'expertise. Quand vous allez chez le médecin, vous ne payez pas forcément le médecin pour les médicaments, vous payez le médecin pour l'expertise qu'il va vous apporter parce qu'il va vous expliquer quelle est la marche à suivre maintenant pour améliorer votre situation. Donc c'est un petit peu le même principe. Voilà, c'est un peu une consultation, on va dire. Donc forcément, voilà, gratter des infos, bon, c'est normal de poser des petites questions de temps en temps, il n'y a pas de souci. Mais bien évidemment, c'est toujours mieux de faire appel directement au service du coach en question. Donc pour revenir sur ce sujet-là un peu plus directement, moi ce que je vous conseille, c'est donc de faire un point sur vous-même, voir ce que vous avez le plus envie et voir si cette chose dont vous avez envie, par exemple si on prend du coup mon cas séché, est-ce que c'est objectivement, rationnellement quelque chose qui est vraiment intéressant là tout de suite maintenant. Donc par exemple, j'ai souvent des messages, comme je l'expliquais, de gens qui me demandent, et j'avais eu un message là, cette semaine dernière d'un petit jeune, je sais pas exactement quel âge il a, qui fait à peu près ma taille, donc il me semble 1m72, donc 1 cm plus grand que moi, bref, et qui donc était à 73 kg, quelque chose comme ça, peut-être qu'il se reconnaîtra du coup. Et il avait un physique qui était plutôt harmonieux, je trouvais, franchement. Et en fait, il m'a posé la question, il m'a dit je suis pas assez shred, il faut encore que je continue de sécher. Mais d'un autre côté, je sais plus, il me disait qu'il progressait plus, etc. Je sais plus exactement. Et du coup, il se demandait s'il devait pas remonter ses cales, etc., etc. Et en fait, il était déjà, moi je trouve, suffisamment sec pour pouvoir progresser. C'est-à-dire que, à part dans un objectif où vraiment il a envie d'être shred pour une compétition, ce genre de choses, ça n'a pas d'intérêt de descendre encore plus bas son body fat. Je lui dis, bah, peut-être que toi, tu as envie d'être encore plus sec parce que c'est stylé, mais en vrai, tu as encore de la marge de progression parce que t'es pas PDC plus 10 ou je ne sais quoi, tu vois, tu peux encore construire la masse musculaire. Profite là du temps qu'on a et puis même voilà, c'est un peu bête mais le contexte là actuellement il recommence à faire froid, etc. Quand il fait froid on a moins envie d'être en sèche forcément, on s'en fiche souvent aussi un peu plus d'être sec parce que voilà, on est moins amené à être en t-shirt débardeur et d'aller à la piscine, à la plage, donc forcément voilà, ça joue, même si je suis d'accord que c'est pas important, c'est quand même des facteurs extérieurs qui jouent. Moi je trouve que ça a quand même son lot d'importance. Et donc moi je lui dis directement, bah franchement au niveau de body fat que tu as l'air d'afficher, profite là actuellement du contexte actuel et vas-y, remonte tes cales et progresse un petit peu. Et au final, sur du moyen long terme, il me remerciera parce que dans quelques mois, quand il aura pris quelques kilos en plus, s'il fait bien les choses, bien sûr, s'il fait pas un bulk dégueulasse et il se retrouve avec 25% de body fat alors que là il est peut-être à 10 à peu près, je pense, sur les photos qu'il m'a envoyées, j'aurais tendance à dire. Donc 10, hein, voilà, 10, c'est pas shred. Hein. 10% de body fat, c'est être sec, mais c'est pas être shred. Hein. Pour être shred, vraiment, faut être, pour moi, à peu près à partir de 6% de body fat, là, on est vraiment shred. Pour le coup, de 8 à 10, on est plutôt sur quelqu'un qui est sec, voire même très sec pour 8%. Voilà, enfin bref. On va pas trop s'étaler et digresser aussi là-dessus. Enfin bref. Et donc moi, je lui explique, et je sais que s'il fait bien les choses, et qui fait un léger surplus calorique, voilà, 5% par rapport à sa maintenance, 10% maximum, etc., eh bien, il va vraiment progresser. Donc quel est l'intérêt pour lui de continuer à être de plus en plus shred, et au final, il va forcément, là, il a un PDC plus 1 ou un truc comme ça, il me semble, sachant qu'il a 10% de body fat pour le temps de pratique, je sais plus exactement le temps de pratique qu'il a, mais c'est plutôt déjà correct, hein, c'est plutôt bien. S'il continue à sécher, après, d'un point de vue esthétique, dans la vie de tous les jours, ça sera pas forcément très intéressant au final,
Moi, c'est ça qui m'a fait rire par rapport au podcast Toxicity. Il y a une phrase qui est beaucoup ressortie, qui est très à la mode, voilà, qui a été beaucoup reprise sur les réseaux et tout. C'est voilà, si tu te fais moque par des skateurs, je sais pas quoi, parce qu'ils parlaient que les gens étaient pas assez secs. Moi, j'ai envie de dire que tu peux aussi te faire moque par un skateur si tu deviens trop sec, dans le sens que tu deviens vraiment skinny, tu peux te faire moque par un skateur, tu vois. Donc, c'est quand même important d'être un minimum massif, j'aurais tendance à dire, parce que quand t'es massif, peu importe comment t'es habillé, les gens voient que voilà, t'es musclé, etc. Et ça a quand même son lot d'importance, surtout que là, voilà, ça va être un contexte actuellement où on a moins besoin d'être sec, on va dire, vu qu'on va moins débâcher souvent, même si je vous conseille de rester propre à l'année, bien sûr. J'ai même envie de dire relativement sec à l'année. Donc, sinon, pour revenir un petit peu, parce que je suis encore parti dans une digression, je sais plus si on dit digression, digression, faut que je revienne sur le sujet. Oui, donc voilà, je sais que s'il fait bien les choses, il va me remercier dans quelques mois, parce que du coup, il aura pris en masse musculaire, il sera peut-être plus PDC plus 1, mais il sera peut-être PDC plus 5, 6, avec quasiment le même pourcentage de body fat, c'est-à-dire que peut-être il aura 1 ou 2 kilos de body fat à perdre, mais du coup, pour le même pourcentage de body fat, même là, il se retrouvera donc à PDC plus 4 au lieu de PDC plus 1, ou je me demande en fait si c'était pas PDC moins 1 exactement, je sais plus exactement, mais voilà en tout cas, et donc ça, c'est quelque chose qui va vraiment être positif, même si dans l'absolu, lui, il a plus envie de sécher. Moi, je dis, il faut vraiment en fait voir donc son ressenti perso et voir aussi du coup voilà, objectivement c'était quelque chose qui fonctionnait très très bien il y a quelques années, on parlait souvent de ça, c'était tant que tu étais dans la fourchette entre 8 et même en dessous du coup, mais entre 8 et 15% de body fat, c'est bon, t'avais pas besoin de sécher tout de suite, et dès que tu passais les 16% de body fat, ça y est, là fallait commencer une sèche, tu vois. Souvent on parlait de ça et je trouvais que c'était une plutôt bonne fourchette. Alors voilà, ça reste à interprétation, ça reste comment dire, ça reste subjectif, parce que voilà, peut-être que la répartition de masse grasse qu'on a fait que les 15% de body fat, on va être vraiment très fat pour certaines personnes, parce que c'est un stockage qui va être essentiellement au niveau du ventre et très peu au niveau des membres supérieurs, inférieurs, etc. Et à l'inverse, peut-être que quelqu'un a même 20% de body fat, au final sur la sangle abdominale, il va être dégagé, donc en fait son physique il va être encore plutôt esthétique, plutôt propre, et donc pour lui, voilà, il peut monter. Après 20%, là j'abuse un peu, honnêtement, personne n'est propre à 20% de body fat normalement, donc voilà, mais voilà, en fonction des personnes, ça peut plus ou moins varier, mais c'était une fourchette qu'on donnait il y a encore quelques années, même j'ai envie de dire, même je pense encore il y a 1 ou 2 ans, c'était encore une fourchette qui était très valable, qu'on utilisait, et je trouve que c'était une bonne fourchette, parce que voilà, ça permettait vraiment de se rendre compte, et on pouvait essayer d'être un petit peu plus objectif, de voir, ok, qu'est-ce que représente tant de pourcentage de body fat, ok, moi je me situe où, ou voire même faire une pesée sur une balance impédance mètre ou une pince à pli, et voir un petit peu ce que ça donne en termes de body fat pour notre cas perso, et voir où se diriger du coup. Donc ça c'était plutôt pas mal, et au final ça permettait surtout de pas trop s'écouter, parce que quand on s'écoute beaucoup, voilà, on a tendance à beaucoup changer d'avis, etc. Quand on s'écoute beaucoup, on va se dire ok, là je veux sécher, au bout de 2 semaines de sèche on se sent tout plat et on se sent un peu nul, on se dit vas-y, en fait là j'ai trop envie de remonter mes cales, parce que là j'ai l'impression d'être une feuille de papier, et c'est pas fou, mais pour autant voilà, il faut se fixer un plan et après s'y tenir. Donc c'est un petit peu sur ça, voilà, que je voulais venir. Ça reste très subjectif. Franchement, la conclusion sur ce premier sujet, en fait, c'est le mieux à faire, c'est d'avoir un avis objectif, donc de faire appel à quelqu'un d'autre, que ce soit un coach, que ce soit même vos amis, honnêtement, hein, s'ils ont un minimum de connaissances, un minimum, voilà, faut que ça reste pertinent, hein, parce que si vous demandez à quelqu'un de random qui a jamais fait de musculation, il va peut-être mal vous aiguiller, mais grosso modo, voilà. Après, c'est vrai qu'on ne s'est pas étalé sur le deuxième cas où on a quelqu'un qui a envie de prendre de la masse, mais qui au final, lui, j'aurais tendance à dire, sèche un petit coup avant. Ouais, ça pourrait être intéressant, je vais quand même vite fait digresser, vite fait en parler quand même de ce cas opposé, parce que là on a beaucoup fait, on a pris en exemple toujours le cas j'ai envie de sécher, mais je ferais mieux en fait de plutôt augmenter mes cales et augmenter mes charges. On va plutôt parler du coup, juste pour prendre un exemple aussi, comme ça au moins c'est assez clair, je pense, pour les différentes personnes qui pourraient écouter ce podcast. Imaginons que donc tu sois dans une envie de manger plus et d'augmenter tes cales et de prendre du poids, etc. Et même tu as du mal en ce moment à progresser sur tes trainings et tout, et tu te dis vas-y, il faut vraiment que j'augmente mes cales, et du coup tu as envie d'augmenter tes cales.
Ok, ça peut être intéressant, mais en fait le problème c'est que t'es toujours à 14-15% de body fat, et en fait du coup c'est pas le plus objectif, c'est pas le mieux. C'est-à-dire que si tu t'écoutes, bah au final c'est pas ouf, parce que tu vas te retrouver à la fin de ton cycle, au bout de quelques mois tu vas te retrouver du coup à 18, 19, 20% de body fat. Ça c'est vraiment pour moi le stade vraiment où on arrête vraiment la prise de masse si on en fait une. C'est 18%. Allez pas jusqu'au 20%. Après, je sais que ça reste assez précis et tout, mais allez pas jusqu'au 20% parce que 20% c'est énervé. 20% c'est au-dessus des recommandations, on va dire. 20% ça vous ralentit. 20% ça vous crame de l'énergie en fait. Enfin, vous êtes beaucoup moins énergique, etc. Donc vous performez moins à la salle. Enfin, c'est vraiment contre-productif pour le coup. Même hormonalement parlant, etc. C'est pas terrible. Donc voilà. Mais sinon. Donc pour revenir un petit peu là sur le sujet, ouais, donc là forcément d'un point de vue subjectif vous allez avoir envie de d'augmenter vos cales, etc. Mais c'est pas forcément le plus intéressant. Alors là vous allez avoir plusieurs choix, soit vous faites juste une maintenance et vous continuez à vous entraîner, etc. Et donc potentiellement en prenant du muscle, etc., en restant en maintenance, vous allez avoir un rendu plus sec, mais ça franchement ça prendra du temps, ça va prendre au moins 1 an clairement, ça va prendre du temps, donc après vous pouvez passer l'année en maintenance, ça peut être intéressant. Soit vous faites un petit cycle de sèche, simplement pour descendre un petit peu vos cales rapidement, ça peut être l'intérêt d'une mini cut par exemple, donc pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, du coup c'est ce que j'avais fait moi C'était quoi? C'était en avril du coup, j'avais fait ça le mois d'avril et mai, en gros j'avais fait 8 semaines, donc 2 mois. Donc ça peut être intéressant. Donc j'avais fait 6 semaines. J'avais fait 6 semaines ou 8 semaines? Ah, je crois que j'avais fait que 6 semaines en fait de mini-cut. Ouais. Oui, c'était ça. Donc j'avais fait que 1 mois et demi, donc j'avais fait avril-mai grosso modo. Donc ça peut être intéressant. Pourquoi pas faire une mini-cut? Après la mini-cut, faut faire gaffe. Moi je sais que j'ai pas aimé pour le coup et je ne le referai pas hors contexte spécial, je ne sais pas, hein, mais je pense pas que j'en referai une parce que ça m'a flingué clairement. Je suis descendu trop vite dans mes cales et vraiment j'ai eu un down d'énergie qui était fou, je veux dire. Vraiment je me suis retrouvé vraiment en PLS, je me suis retrouvé en mode zombie au bout à passer la 2e semaine, donc à partir de la 3e semaine, je me suis retrouvé vraiment en mode zombie jusqu'à du coup à la fin de mes 6 semaines, c'était terrible. Vraiment en termes de sensations, j'avais rarement connu ça. Et pourtant j'avais fait des sèches qui étaient beaucoup plus longues. Donc voilà. Mais bref, la mini-cut peut être intéressant chez certaines personnes. Peut-être que moi je m'y suis mal pris en descendant trop vite mes cales. Peut-être que voilà, j'ai peut-être un peu abusé du truc. À voir. En tout cas, moi, c'est vrai que je conseille très rarement la mini-cut, mais pour un cas où le body fat, et puis aussi peut-être que moi, dans mon cas, j'ai descendu vite mes cales, mais j'étais pas très fat. J'étais à peu près, je pense, j'estimais à peu près mon body fat à 14%, un truc comme ça, peut-être maximum 15%. Ouais, encore. Donc il y a même plein de gens qui ne comprenaient pas que je séchais, ils voyaient pas l'intérêt, ils me trouvaient pas du tout gras. Donc même c'est quasiment tous les commentaires que j'avais reçus, je crois, à l'époque, quand j'avais annoncé que je faisais une petite mini-cut. Donc bon, voilà, c'est peut-être aussi pour ça, mais bref. Donc la mini-cut peut être intéressante dans ce genre de contexte. Après sinon, on peut aussi se dire, bah alors je vais faire un léger déficit, que je vais tenir sur plusieurs mois, etc. Et ce qui m'empêchera peut-être pas de progresser sur mes performances dans le training. Après là j'ai parlé d'un contexte où la personne là actuellement elle a du mal à progresser, c'est pour ça qu'elle se dit aussi qu'elle a besoin d'augmenter ses cales. Mais il faut savoir que parfois, en baissant nos cales, on a une petite phase d'augmentation justement des performances, parce que c'est souvent quand on est dans un bon surplus, et en fait on est lourd tout le temps, et on commence à être un peu fat, et comme je l'ai dit, ça peut être un peu contre-productif, et puis surtout en vrai quand on mange beaucoup, qu'on se retrouve à être un peu tout le temps en digestion, bah en fait on est fatigué. On est fatigué et même, moi j'ai fait l'erreur par le passé de taper des surplus de quasiment ouais, 500, 700, 800 calories par jour et tout. Parce que ouais, j'ai fait des phases à 4500, 5000 calories, franchement je suis monté des fois bien trop haut, parce que j'étais omnibulé par le poids sur la balance, enfin bref. Et dans ces moments-là, il y arrivait un moment où le poids stagnait, les charges stagnaient, et quand je rebaissais mes cales, pouf, là ça y est, ça repartait. Des fois même je reprenais du poids, et enfin bref, mon physique évoluait très vite, et je reprenais des performances en général sur les premières semaines où je diminuais mes cales. Donc ça peut être intéressant en vrai aussi, bien sûr, de diminuer ses cales dans ce contexte-là.
et ça peut permettre du coup d'augmenter même sa performance. Donc ça peut permettre, en fait, c'est un peu comme faire un petit reset en fait. On retourne à zéro, on remet les paramètres à zéro, on se remet en standard et on voit un petit peu ce que ça donne. Et ça, pour moi, c'est assez important. Et c'est pour ça que moi, je conseille vraiment de connaître sa maintenance. Quand on connaît sa maintenance, quand on sait, ok, tant de calories pour tant de dépenses par jour, etc., donc tant de steps, tant de cardio, peu importe, avec ce type de training, je sais à quoi ma shape elle ressemble, je sais comment je suis. Je crois que c'est Lucas Gouif qu'on avait parlé aussi, ça, de toxicity. Donc je préfère citer plutôt qu'on me dise plagiat, etc. Non, c'est pas du plagiat, hein, simplement je partage les mêmes idées que lui sur beaucoup de sujets, pas forcément sur la shred, hein, bien sûr, mais bref. Et donc oui, là où je voulais en venir, oui, donc connaître un petit peu en fait cette zone de maintenance, parce qu'en fait c'est un peu, lui, il me semble, il avait parlé c'est un peu la zone de spawn pour ceux qui voilà, pour prendre le langage un peu jeu vidéo, genre de truc, c'est en gros c'est l'endroit où on est safe, c'est l'endroit où on sait à quoi notre physique ressemble, et c'est l'endroit où on sait que on se sent bien, etc., etc. Donc connaître sa maintenance, c'est plutôt intéressant, et c'est pour ça que moi j'ai passé une grande partie de mon année là en maintenance à faire juste des légères phases de surplus de vraiment 5% et jamais plus. Et que j'ai quand même fait une petite mini cut au milieu en gros de l'année pour redescendre un petit peu mon body fat parce que je prends du poids très vite, hein, même en maintenance, dès que je vais augmenter de 5%, dès que je vais passer à 5% de plus que ma maintenance, je vais tout de suite prendre très vite. Honnêtement, j'ai toujours pris du poids très vite, c'est pour ça que j'ai toujours été assez lourd. Et donc voilà, donc connaître sa maintenance, c'est très bien pour pouvoir du coup avoir cette zone où on retourne dès qu'on commence à être sur un physique qui va nous déplaire, donc c'est plutôt intéressant. Donc pour revenir directement sur un cas où on a envie de prendre de la masse mais il faut peut-être plutôt faire une petite phase de sèche avant, eh bien ça peut être du coup aussi intéressant d'avoir ce point de vue objectif qui va nous dire attends, ok, tu veux faire 80 kg et là t'en fais 75, ok, t'es parti à 70, donc en fait t'as l'impression de ne plus être très loin pour atteindre les 80 kg, mais en réalité fais quand même une petite phase de entre guillemets de downgrade, redescends un tout petit peu ton body fat, juste parce qu'après tu vas voir que tes 80 kg ils te plairont beaucoup plus, du coup si tu mets peut-être que tu vas mettre du coup 4 mois de plus à les atteindre ces 80 kg que si tu continues tête baissée, mais au final c'est pas 4 mois de perdu parce que tes 80 kg à la fin ils te plairont 10 fois plus que là si tu continues tête baissée. Donc sur du long terme c'est quand même beaucoup plus intéressant et faut le rappeler, on fait quand même de la musculation pour avoir un physique qui nous plaît, et si au final notre physique il nous plaît que on va dire 2 mois dans l'année, c'est quand même dommage j'essaie de pas être vulgaire, c'est quand même dommage de s'embêter, on va dire, pendant 10 mois de l'année pour être content que 2 mois dans l'année, quoi. On va dire que le ratio est pas terrible, donc forcément c'est quand même plus intéressant, voilà, d'avoir ce point de vue objectif et de savoir parfois aller un peu à l'encontre de son envie perso pour pouvoir progresser sur du long terme. Petite pause eau bien sûr, n'oubliez pas de boire 500 ml par 10 kg de poids de corps, c'est très important surtout. J'ai déjà parlé dans une vidéo, mais à chaque fois que j'explique ça à quelqu'un, ils sont hallucinés en mode c'est impossible de boire autant. Personnellement, je suis à 1 litre par 10 kg de poids de corps, donc non, je suis entre 6 et 8 litres d'eau par jour. Et donc ça représente presque 1 litre, on va dire, par kilo de poids de corps pour mon cas. Donc franchement, buvez. Vous êtes loin de boire trop, vous inquiétez pas. Enfin bref. Encore une fois, je digresse, il faut vraiment que j'arrête de faire ça. Mais voilà, après c'est aussi le principe, c'est un peu le charme d'un podcast, je trouve. Enfin bref, je pense qu'on va pouvoir du coup attaquer un petit peu le sujet numéro 2. Donc le sujet numéro 2, en fait, je voulais parler un petit peu en fait de ce fait de ne pas réussir toujours à prendre des décisions. Pour moi, dans la vie, et ça du coup ça va s'appliquer directement au training, ça va s'appliquer même directement à la diète, à tout ce qui va entourer votre train de vie, et ça va aussi s'appliquer dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, sociale, sentimentale, tout ce que vous voulez. Je trouve que c'est plutôt intéressant. En fait, c'est qu'une fois qu'on a établi un plan, une fois que le plan est établi, c'est-à-dire que là si je continue dans le thème du training, ok, là maintenant, j'ai dit que pendant 6 mois, je faisais une maintenance avec un surplus de 5%. Et ben je m'y tiens en fait. Tout simplement,
il faut pas que je me pose des questions en cours de route, c'est-à-dire qu'au bout de 2 mois, je me dis ah ouais mais en fait là ça y est, je commence à me trouver un peu trop fat, ah ouais mais en fait etc etc. Alors bien sûr, faut toujours avoir un avis objectif. Peut-être que, enfin si t'as bien fait les choses, normalement avec un surplus de plus 5%, t'es pas trop fat au bout de 2 mois. Sinon t'aurais pas dû commencer, enfin bref. Donc l'intérêt du coup là ça va être de se tenir à ce plan et en fait moi je remarque qu'il y a énormément de gens qui ne progressent pas en musculation, qui sont des gens qui se posent énormément de questions. Alors il faut savoir que la remise en question c'est quelque chose qui est incroyable bien sûr. Moi je conseille toujours d'être quelqu'un qui se remet en question et qui essaye d'avoir toujours un point de vue le plus objectif possible sur soi-même. Bien sûr être totalement objectif sur soi-même c'est paradoxalement, hein, bien sûr, c'est impossible en fait. On ne peut pas être objectif 100% sur soi-même, mais néanmoins, on peut essayer d'avoir un point de vue, un avis qui va être le plus objectif possible. Donc, ça pour moi, c'est une forme de rationalité qui est hyper importante, qui est hyper intéressante, qui va vraiment vous aider à vous développer, que ce soit mentalement comme physiquement, bien sûr. Et du coup, je ne sais même plus où je voulais en venir. Si, en gros, tout simplement, si vous remettez tout le temps trop en question toutes les choses, ça fait que vous allez toujours en fait changer d'avis, etc., etc. Vous allez être moins sûr de vous et forcément, ça va amener moins de confiance, moins d'adhérence et vous allez en fait moins performer, on va dire. Si je prends l'exemple directement dans le training, et c'est aussi, moi c'est quelque chose que je remarque énormément sur les gens qui se posent un petit peu trop de questions, c'est qu'au final ils vont pas forcément se remettre en question eux-mêmes, mais plutôt ils vont remettre en question un peu tout et rien. C'est-à-dire que quelqu'un qui se pose énormément de questions sur son training par exemple, c'est quelqu'un qui va entre 2 variantes d'un exercice, il va toujours hésiter. Genre, il va toujours se dire par exemple, je ne sais pas moi, on va prendre du rowing à la Smith et du rowing barre libre. Ou à la rigueur, ce sera peut-être plus pertinent du pendlero. Pendlero, vous voyez, c'est le rowing où on vient toucher le sol à chaque fois. Donc ça fait qu'on a un peu plus de stabilité qu'avec du rowing libre classique. Donc lui, il cherche une variante de rowing et dans sa prog, ça fait 2 semaines qu'il est sur le rowing à la Smith, donc barre guidée. Et en fait, à chaque fois qu'il fait une séance, il se dit ah ouais mais en fait le pendlero c'était peut-être mieux, etc., etc. Et donc en fait il est toujours dans le doute. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que du coup, soit il y a une séance sur 2, il va aller faire du pendlero à la place, et du coup sa progression sur le rowing à la Smith, elle va toujours faire un peu le yo-yo parce que vous savez pertinemment que on va toujours être plus performant sur un exercice, on va mieux progresser dessus à partir du moment où on va le faire régulièrement, etc., etc. Et je parle même pas au final d'une vraie fréquence, mais plutôt d'une régularité sur l'exercice. On va forcément être plus performant dessus. Donc, même si c'est un peu le même exercice, on va dire, dans le sens que c'est le même pattern de mouvement, ça reste quand même moins intéressant de changer tout le temps la variante. Voilà, pour progresser. À part si c'est un point fort ou ce genre de choses, mais bref. Et donc cette personne-là, elle va toujours en fait soit osciller entre les 2 exercices et donc elle va performer sur ni l'un ni l'autre, soit à chaque fois qu'elle va faire son rowing à la Smith, elle va pas être emballée par l'exercice parce qu'elle va toujours se dire ah ouais mais en fait peut-être que le pendlero c'était mieux, etc., etc. Et du coup en fait tout simplement, moi je pense que il y a vraiment ce côté un peu inconscient. Quand on n'aime pas un exercice ou quand on le remet beaucoup en doute, on va être moins performant dessus parce que tout simplement on a moins envie de le faire aussi. Moi je prends par exemple, en ce moment j'adore justement, c'est pour ça qu'il m'est venu tout de suite en tête, j'adore cet exercice, moi du rowing à la Smith Machine. En ce moment j'ai vraiment une bonne phase de progression dessus, je l'apprécie énormément. Et donc je sais que si je progresse énormément dessus en ce moment, c'est aussi parce que je l'aime bien justement. J'ai fait longtemps et ça a été un exercice que j'ai adoré, le rowing à la barre libre, hein. C'est un de mes exercices préférés clairement, mais il y a eu un certain stade où je commençais en avoir un petit peu marre, puis je le trouvais un peu fatigant, stabilité au niveau des lombaires, tout ça. J'ai trouvé la variante, j'ai fait pendant un certain temps, je l'ai remplacé par du rowing planche, donc ça c'est pas dans toutes les salles qu'on peut trouver des rowing planches, mais c'est un exercice qui est plutôt intéressant, qui offre du coup une stabilité et qui ne demande pas forcément de gainage lombaire, donc je l'ai remplacé pendant longtemps par cet exercice, mais il n'y avait pas exactement, vous voyez, c'était pas exactement le même feeling, c'est-à-dire que c'est pas exactement la même trajectoire de la barre, etc., etc. Et donc, il y avait toujours un petit côté,
ça me manque un peu le rowing à la barre libre, je me suis tourné vers le rowing à la Smith, et donc j'ai adoré l'exercice, et du coup j'ai performé énormément, et donc mes performances sur un pattern de rowing, donc que ce soit le rowing barre libre, le rowing planche ou du coup le rowing à la Smith, ils n'ont jamais autant évolué que depuis que je suis passé du coup sur cette variante qui me correspond bien parce que je trouve le positif. Enfin, j'arrive à trouver le positif du libre sans avoir trop le côté négatif de manque de stabilité, etc. etc. Donc j'apprécie l'exercice, donc je progresse beaucoup dessus. Peut-être que je l'apprécie aussi parce que je progresse beaucoup dessus. C'est une forme de cercle vertueux au final. Donc voilà, après on s'en fiche un petit peu de savoir le réel pourquoi du comment. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est un exercice qui me plaît et je progresse dessus. Donc voilà, et donc pour revenir un petit peu sur les gens qui se posent trop de questions, quand ça va être lié au training, bah voilà, il va toujours y avoir un petit peu cette appréhension. Quand on fait un exercice qu'on n'a pas envie de faire, on va être forcément moins performant que quand on va faire un exercice qu'on adore, un exercice qu'on est pressé de faire, etc., etc. Donc ça va jouer énormément. Dans le même esprit, ça va être du coup par exemple sur le plan à suivre, donc que ce soit le plan au niveau de la diète, des cales, etc. Ça va être aussi sur le plan général du training, c'est-à-dire le format d'entraînement, etc. etc. Quand on se retrouve à toujours remettre en question ce genre de choses, le problème c'est qu'au final c'est pas forcément un avis objectif qu'on va réussir à aller trouver, c'est plutôt un avis subjectif par rapport aux émotions qu'on ressent actuellement. Et en fait c'est le genre de choses qui fait qu'on va être en mode girouette, etc. etc. Et donc il faut bien comprendre que se remettre en question, c'est dans un but d'être objectif. Par contre, toujours remettre en question toutes nos décisions et remettre en question tout ce qu'on a choisi ou les décisions qu'on a prises pour nous, si jamais c'est un coach qui vous a fait votre plan, etc. C'est plutôt quelque chose qui, au final, est très subjectif et en fait qui fait simplement appel à l'émotionnel. C'est-à-dire que, en fait, vous subissez vos émotions. Là, à l'instant T, vous ressentez ça et du coup, vous vous dites ah ouais, mais du coup, en fait, faudrait peut-être que je change, etc., etc. Et en fait, c'est l'inverse de la remise en question où on fait appel à une forme de rationalité et d'objectivité. C'est ça qui est plutôt intéressant. Et ça, vous allez pouvoir du coup, faut savoir que c'est un trait de caractère qui est très intéressant de développer en fait cette forme d'objectivité quand vous allez vous remettre en question, qui est très intéressante pour pouvoir fixer un plan. Et ensuite, cette forme de confiance en soi, j'ai envie de dire, c'est pas foncer tête baissée, c'est plutôt, voilà, c'est une forme de confiance en soi, d'avoir confiance dans le plan qu'on a choisi. J'ai établi ce plan avec un avis plutôt rationnel, donc maintenant je dois ignorer mon émotionnel et ignorer toutes les petites questions que je me pose pour justement suivre ce plan, m'y tenir au mieux et atteindre mes objectifs le plus efficacement possible, on va dire. Donc ça qui est plutôt intéressant, et je pense qu'il y a vraiment une réelle psychologie derrière tout ça. C'est les gens qui se posent beaucoup de questions, du coup on les voit beaucoup stagner à la salle, mais c'est aussi les gens qui dans la vie de tous les jours, ils prennent pas énormément de décisions, ils ont toujours un petit peu peur de se tromper, etc. Et il faut savoir que, quand on va parler d'indécision, il y a être indécis et être indécis, c'est-à-dire que moi par exemple, je suis très indécis sur quand je suis au resto, quelle place je vais prendre. Ça c'est vraiment le truc où je suis le plus indécis, je crois, pour les gens qui me connaissent dans la vraie vie, ils savent que je mets 3 heures à commander par exemple, parce que voilà, j'ai pas envie, c'est un truc qui fait appel à l'émotionnel simplement, c'est dans l'instant T, j'ai pas envie de dire en fait j'aurais plutôt dû prendre ça, etc. J'ai envie de tout prendre, tu vois, par exemple. Voilà, oui, j'adore manger, oui, bien sûr. Mais voilà, donc ça part d'importance. Enfin, pour revenir sur, il y a être indécis, et donc voilà, on a l'indécision sur tout ce qui va être un petit peu émotionnel, qui va être des choses qui sont vraiment dans l'instant T, etc. Et au final, c'est pas grave d'être indécis sur ce genre de choses parce que ça n'a pas d'importance. Au final, l'indécision, là, si je prends l'exemple que je viens de donner, qu'est-ce qui est gênant? Ce qui est gênant, c'est que je mets 10 minutes de plus que les autres à commander ma nourriture, mais sinon, voilà, quoi, c'est tout. Donc en soi, on s'en fiche. Par contre, là où il faut, selon moi, du coup, ne pas être indécis, je bois un petit coup. Là où, selon moi, il faut vraiment ne pas être indécis, c'est sur des choses long terme, c'est-à-dire que des décisions que vous allez prendre, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient sur le plan à suivre pour votre objectif physique, mais aussi du coup le plan à suivre en fait sur votre objectif, on va dire de vie, votre objectif professionnel, etc., etc. Voilà, vous avez choisi de vous engager dans une voie professionnelle, c'est vrai que si je prends par exemple, là je vais encore prendre du coup mon exemple. Le métier de coach sportif, c'est un métier où il y a énormément, en fait, il faut s'en rendre compte, il y a énormément de gens qui passent leur diplôme,
En fait, il faut savoir que quand on passe le diplôme de coach sportif, on nous vend un secteur qui embauche énormément, qui permet vraiment de travailler facilement, etc. Voilà. On nous vend un secteur qui est en pleine évolution, et c'est vrai, le secteur du fitness est en pleine évolution. Pour autant, les salles de sport n'embauchent pas, n'embauchent quasiment plus. Les modèles économiques des salles de sport fait que c'est très très peu de contrats type CDI, etc. Encore moins en 35 heures, souvent quand c'est encore des contrats, c'est plutôt des contrats à temps partiel, etc. Voilà, c'est beaucoup appel à des auto-entrepreneurs. C'est difficile d'avoir des heures en salle de sport. C'est difficile de trouver des clients au début parce qu'il y a énormément d'autres coachs, sans parler des coachs non diplômés, sans parler des coachs de vie ou je ne sais quoi. Voilà, il y a énormément de concurrence. C'est un secteur qui est extrêmement concurrentiel et en fait c'est difficile au début de réussir à vivre de son diplôme de coach sportif. C'est vraiment compliqué et il faut savoir qu'il y a énormément, j'ai pas de chiffres en tête, mais je me demande si c'est pas un truc plus de 50%, ou même je pense que le chiffre est plus gros, je sais plus. J'avais déjà vu une stat comme ça, des gens qui passent leur diplôme de coach sportif qui, un an après avoir passé leur diplôme, ne travaillent plus dans ce secteur-là, ne travaillent plus dans le secteur du fitness du tout. Donc voilà, ils ont changé complètement de travail en banque, je sais pas, n'importe où, en supermarché, peu importe. Et donc c'est ça qui est compliqué. Et au final, quand je me suis embranché dans cette voie professionnelle, quand j'ai commencé, je me suis dit, dès que je vais ouvrir mon site internet pour le coaching, etc., je vais avoir des appels tous les jours, je vais avoir des clients en veux-tu, en voilà. Pas du tout. Les 2 premiers mois, zéro clientèle, carrément j'avais rien, aucune demande, que dalle. Voilà, j'avais fait les méthodes un peu comme tout le monde, distribuer des cartes de visite, des machins, rien du tout. Et j'aurais pu du coup me dire, bon vas-y, j'abandonne, c'est bon, tu vois, peut-être c'est pas pour moi, j'en sais rien. Voilà, j'aurais pu abandonner. Et en fait, ce que j'ai compris du coup au fur et à mesure du temps, c'est que plus on maintient le cap, même si peut-être la décision était peut-être pas pertinente au début, j'en sais rien, peut-être vous avez pris une mauvaise décision, mais si vous maintenez, après non, si c'est vraiment une mauvaise décision, si vous maintenez, vous allez peut-être finir droit dans le mur, encore pire, tu vois, si vraiment vous continuez à creuser, c'est pas ouf. Mais même si ça avance lentement, si vous maintenez votre position, que vous maintenez votre cap, il y a toujours l'effet cumulé des choses, c'est toujours une évolution qui va finir par être exponentielle. Plus vous allez ensuite avoir, par exemple, pour un métier coach sportif, plus on a des clients, plus on a des retours, plus on a des avis, plus du coup après ça amène à avoir d'autres clients, du bouche à oreille, etc. Et en fait c'est vraiment exponentiel. Et ça marche pour énormément de secteurs et énormément de sujets. C'est toujours un petit peu des évolutions qui sont un peu exponentielles. Il faut savoir qu'en fait il faut simplement se tenir à un truc et le maintenir. Par exemple, là, je vais encore prendre un autre exemple qui me concerne. Je fais ce podcast. Je sais que le premier épisode, je m'attendais bien à ce que je dépasse pas, 100 vues. Celui-ci, je m'attends pas à ce qu'il en fasse énormément plus. Mais je sais que potentiellement, ça va intéresser des personnes, quelques personnes. Et puis ensuite, quand ça fera peut-être 1 an que j'aurai ce podcast, que j'aurai fait, 40, 50 épisodes, que j'aurai... que le podcast aura un petit peu glow up, tout ça, potentiellement ça attirera toujours un petit peu plus de monde, et un peu plus, et un peu plus, et un peu plus. Et même si c'est une personne à chaque épisode en plus, ça reste une évolution, et ça reste une personne qui potentiellement va peut-être être intéressée par mes services, potentiellement qui va peut-être être intéressée simplement par être un peu plus impliquée dans... on va dire l'esprit communautaire des réseaux sociaux qui me concerne, etc., etc. Vous voyez, donc ça reste du positif. Alors même si vous n'avez pas un retour sur investissement, on va dire, immédiat, maintenez le cap et au final ça finit toujours par payer. Enfin moi c'est toujours un peu l'idée que j'ai et je trouve que c'est quelque chose qui est applicable directement dans votre pratique de bodybuilding ou de performance, de powerlifting, peu importe. C'est que si vous maintenez votre cap et que vous avez une méthode qui est pas terrible, qui est pas horrible, c'est-à-dire que vous avez une méthode qui est bonne, on va dire, sans être la méthode parfaite, et si vous maintenez votre cap, vous allez toujours avancer, et ça finira toujours en fait par payer. Donc le retour sur investissement se fera peut-être au bout de 2 ans au lieu de 6 mois, peut-être que si vous avez de la chance, votre retour sur investissement peut se faire sur un mois, comme il peut se faire sur 3 ans. C'est pas grave, au final, c'est pas du temps perdu, c'est de l'apprentissage, vous apprenez des choses et c'est ça qui est plutôt bien. Et donc pour revenir en fait du coup sur cette indécision sur des décisions long terme, c'est-à-dire que du coup vous allez toujours un peu changer d'avis et le problème c'est que sur les décisions long terme, en fait par définition, elles vont
on va atteindre, on va dire, du coup, nos objectifs sur du long terme, avec décision long terme, en fait, en changeant forcément d'avis tout le temps au cours de ce terme, eh bien, on va forcément du coup ralentir notre atteinte à cet objectif, voire même le compromettre totalement. Donc, c'est pour ça que moi, j'aurais tendance à vous conseiller, bien sûr, et après, c'est difficile à conseiller parce que quels sont les exercices, quelles sont les choses dans la vie qui vont nous permettre d'arriver à être quelqu'un de moins indécis, etc. C'est assez difficile, je pense que c'est vraiment une question de développement personnel, de savoir un petit peu, d'apprendre à se connaître, etc. Je pense que les épreuves de la vie font que on arrive à atteindre ce genre de choses, et peut-être que ça fait aussi partie de l'éducation, de son fort intérieur, et peut-être qu'on peut pas forcément l'expliquer, hein, qu'il y a des gens qui sont plus indécis que d'autres, mais essayez de cultiver un maximum cette prise de décision pour pouvoir atteindre vos objectifs, parce que je pense que de manière générale, la plupart des gens qui réussissent dans la vie, que ce soit n'importe quel type d'objectif, sont des gens qui qui ont une certaine confiance en eux, qui ont surtout confiance dans les décisions qu'ils ont prises, et qui du coup, lorsqu'ils vont établir un plan, vont s'y tenir et vont le suivre jusqu'au bout. Donc voilà, je pense qu'on va arriver un petit peu à... Là ça va faire... je crois bien que ça fait un peu plus de 40 minutes, là, ouais, même plus, que je tourne. Je pense qu'on va arriver un peu sur une phase de conclusion, parce que je pense qu'on a un peu assez bien élaboré le sujet. J'ai pas envie que la vidéo fasse plus d'une heure, etc. Sur des épisodes solo. Je pense que je vais me limiter à maximum 1 heure, parce qu'après ça reste assez indigeste à regarder. Donc pour conclure un petit peu tout ça, j'aurais tendance à dire que la meilleure chose à faire déjà, surtout dans un objectif physique, là pour le coup, c'est de vous faire accompagner. Alors là bien sûr ça fait un peu le mec qui vend sa prestation, mais ça peut être n'importe quel coach, ça peut être ne serait-ce qu'un ami à vous qui s'y connaît bien, etc. Ayez un avis toujours objectif, essayez de vous entourer de personnes compétentes qui auront du coup des outils et surtout une certaine expertise, j'ai envie de dire, qui vont vous permettre de ne pas perdre de temps, etc., etc. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est assez primordial. Et c'est dommage, en fait, je pense que, vous voyez, si vous payez quelqu'un pour ça, l'argent que vous allez y mettre, c'est plutôt quelque chose de rentable, parce que ça va vous permettre d'économiser un maximum de temps, et le temps, c'est de l'argent, tout simplement. Pour moi, je dirais même que la ressource du temps est plus importante que la ressource de l'argent, donc forcément, vous y serez gagnant au final sur du long terme de souscrire à l'accompagnement de quelqu'un. Après, ça peut être plutôt d'avoir des connaissances, les connaissances de quelqu'un, etc. Donc, ça peut être le temps que vous avez passé à créer de la sociabilité avec cette personne, même si là, c'est pas normalement si vous êtes quelqu'un de sincère et que c'est vraiment votre ami, c'est pas quelque chose de difficile. Mais mine de rien, ça reste aussi un investissement de temps, hein, de passer du temps avec quelqu'un, d'apprendre à connaître quelqu'un, un ami, etc., etc. Donc forcément tout ça, c'est quelque chose qui vous fera en fait gagner du temps sur le long terme. Donc ça reste toujours plutôt positif d'avoir l'avis objectif de quelqu'un. Donc voilà un petit peu sur cette conclusion. Oui, si on pourrait continuer un petit peu sur la conclusion pour simplement expliquer aussi que essayez de travailler sur cette côté indécision, soyez un petit peu plus sûr de vous. Mine de rien, il faut avoir confiance en soi sans pour autant être arrogant. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir avoir une remise en question pour être objectif, si je dois conclure, pour rappeler un petit peu les points élaborés, enfin énumérés on va dire, pour rappeler un petit peu les points qu'on a cités, et bien tout simplement, en conclusion, il faut savoir se remettre en question sans pour autant remettre en question toutes les décisions. On doit savoir se remettre en question soi-même pour être rationnel et le plus objectif possible, mais on doit éviter la remise en question constante et sans cesse de nos objectifs qui font plutôt appel du coup à de l'émotionnel, parce que on a fixé un plan et au final mon émotion actuelle fait que j'ai envie de changer de plan, etc., etc., etc. Donc voilà un petit peu pour cette conclusion. N'hésitez pas du coup, comme d'habitude, à laisser votre avis par rapport à cet épisode, tout ça. Moi je suis toujours très très ouvert là-dessus. N'hésitez pas à me poser des questions aussi, voire même à me proposer des thèmes pour les prochains épisodes, c'est avec grand plaisir. Je suis ouvert à tout bien sûr. Après sinon quoi d'autre, pour la suite, non, je ne vais pas encore vous parler du thème du prochain épisode parce qu'il est déjà établi, mais
mais c'est pas ouvert que par exemple je change quelque chose ou que je me dise je le ferai la fois d'après, je vais plutôt faire cet épisode là en premier, donc je vais pas plutôt m'attarder là-dessus. Sinon en vrai je vous souhaite surtout une très bonne journée ou une très bonne soirée, peu importe au moment où vous me regardez. Surtout performez bien, essayez d'être un maximum concentré sur vos objectifs, n'oubliez pas votre plan, fixez-vous votre plan et atteignez-le. À partir d'un certain moment, il faut plus poser de questions, il faut un peu entre guillemets foncer tant que le plan a été posé sur des bases rationnelles et objectives. Sinon c'est à peu près tout. Et écoutez, je vous souhaite du coup une très bonne journée, une très bonne soirée. Performez bien surtout. Et je vous dis à la prochaine pour l'épisode numéro 3 du Minotaur Podcast.